bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Moodstep où nous parlons de savoir-être au travail et de façon plus large, je dirais même, nous parlons d'intelligence managériale dans laquelle je mets tout ce qui permet à un groupe de bien fonctionner ensemble, de réussir. Aujourd'hui, on va toucher à cet aspect avec Jérôme Boquet puisque nous allons parler de comment manager les réactions au changement. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur et votre hôte pour ce podcast. Nous retrouvons tout de suite Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Johanna. Bienvenue sur le podcast de Moodstep. Donc on est rentré en contact via LinkedIn, qui est devenu d'ailleurs une plateforme, je trouve, beaucoup plus dynamique qu'il y a quelques années, en tout cas beaucoup plus utilisée. Et c'est le sujet de la pédagogie ludique qui nous a réunis. Et on va pas parler de pédagogie ludique, justement, c'est quand même fou. On va parler de changement et de comment manager nos réactions ou les réactions au changement. Avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, je suis Jérôme Boquet, je dirige Ecos Concept que j'ai fondé en 1991. On est en région parisienne, j'ai créé, quand on a créé l'entreprise en 91, on a tout de suite démarré en faisant beaucoup de formations et très rapidement des jeux pédagogiques. Et pendant une dizaine d'années, on était le principal éditeur français de jeux pédagogiques pour les adultes. Et puis, dans notre pratique, très rapidement, on a évolué en se rendant compte que la formation, c'est important, les modalités utilisées dans la formation, c'est important, mais il y a des choses à faire avant et après pour réussir les changements que la formation doit amener. Et donc, de fil en aiguille, en travaillant sur des projets de conception et en accompagnant des clients, on est très vite monté autour de c'est quoi le changement et ce qu'il faut savoir et connaître par rapport à ça. C'est quoi le changement alors ? Le changement, le changement c'est permanent, on le vit au quotidien, on n'arrête pas de changer. La plupart du temps, on s'en rend pas compte. Et puis il y a des moments, il nous arrive des choses, soit qu'on attendait et globalement le changement se passe tout seul, soit alors qu'on n'attendait pas, il peut y avoir des surprises, soit alors et de plus en plus, des changements dans lesquels on s'embarque sans avoir trop vraiment réfléchi à ce que c'était, et après quelques désillusions parce que la réalité est un peu différente du rêve. Et pourquoi tu as choisi ce sujet du changement ? Pourquoi tu estimes que c'est plus important à traiter aujourd'hui que la pédagogie ludique, par exemple, qui a été une de tes spécialités, ou qui l'est toujours d'ailleurs ? Dès mes premières formations en 91, j'ai eu la chance d'intervenir avec des managers terrain, dans des boutiques, des magasins, dans des équipes. Et c'est vrai qu'on parlait de management, mais souvent ils me disaient mais moi j'en ai un dans mon équipe, il a toujours fait comme ça, alors comment je peux l'aider à changer ? Et puis il y avait à chaque fois des conseils sur ce qu'il fallait faire et pas faire. Mais finalement, ce qui va être important par rapport au changement, c'est qu'on on est dans une situation actuelle et dans certains cas, cette situation actuelle peut me paraître tout à fait normale, juste, la bonne. Et quand arrive un changement qui n'est pas ce que j'imaginais, on a des réactions. Et l'important, c'est de comprendre quelles sont ces réactions parce que pour accompagner les autres personnes, il faut déjà être au clair. Il n'y a rien de pire qu'un manager qui trouve qu'une idée est géniale et qui va essayer de l'expliquer à son équipe sans avoir réfléchi au point de vue de l'équipe. Ou à l'inverse, il n'y a rien de pire qu'un manager, quand on vient lui présenter une idée, il la rejette tout de suite en disant « pas question ». Donc, dans les organisations, il y a perpétuellement des changements qui viennent du dessus de l'organisation. Il y a perpétuellement des changements que moi, en tant que manager, je voudrais mettre en place dans mon équipe. J'ai quelqu'un qui arrive, j'ai quelqu'un qui s'en va, on réorganise les missions. Et puis, de plus en plus, il y a des personnes dans les équipes qui viennent voir les managers avec des idées, des suggestions, et il faut être à l'aise pour les gérer, parce que c'est quand même dommage d'embaucher des gens intelligents et de leur demander d'exécuter comme il y a un siècle. Et donc, pendant ce podcast, on va réussir à identifier comment implémenter tous ces changements, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut regarder ? On regarde d'abord les freins ou les motivations ? Alors, une bonne formation sur le changement, c'est une formation où finalement, à la fin, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu faisais déjà et que tu n'as pas besoin de beaucoup changer pour que ça fonctionne. Donc, autrement dit, on va éviter toutes les théories super intéressantes intellectuellement,
mais qui demandent beaucoup d'efforts pour les mettre en œuvre. Moi, j'achète à peu près tous les bouquins sur le changement qui sortent en français ou en anglais. Ils sont tous très intéressants intellectuellement, mais globalement, il y a quelques outils, quelques éléments à connaître au quotidien pour s'en sortir. Et donc, ce que je te propose durant le podcast, c'est qu'on en aborde deux, mais vraiment deux fondamentaux. Alors, le premier élément, et c'est important, c'est qu'un changement ne s'arrête pas le jour où on le décide. Alors, ça a l'air évident quand je dis ça, mais on va voir différentes étapes qui sont au nombre de 4. Et la première, qui est la plus importante, s'appelle le cadrage. Alors, c'est quoi cadrer? C'est quand un changement arrive ou quand j'ai une idée, il faut la réfléchir, cette idée. Il faut y penser. Il faut se dire en quoi, pour mon équipe, ça va changer quelque chose. Je suis un manager et je veux développer la collaboration au sein de mon équipe, c'est une super idée. Le cadrage, ça va être de se dire on en est où aujourd'hui et à quoi ressemble le futur auquel je veux arriver concrètement. Dans le cadrage, tu mets que ça, c'est-à-dire où est-ce qu'on est et où on veut aller. À quoi ressemble la situation dans laquelle on va arriver? On est plus collaboratif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait plus quoi ou qu'on fait moins quoi. Et ensuite, on va regarder quel est l'écart entre la situation actuelle et le futur. Alors, si l'écart est faible, ça va se passer tout seul. Et si l'écart est un peu plus grand, ça veut dire qu'il faut que je mette en place des actions. On le voit très souvent. Attends, Oui, sur ce cadrage, si je oui, prends des choses, des exemples, oui, que ce soit un changement subi ou voulu, oui, ça va être la même chose. pareil. Donc, par exemple, il y a un changement dans notre environnement. Oui. Il faut que je fasse le constat de où on se trouve, quelle est la situation actuelle. Mais comment je quantifie le changement extérieur et où il va? Je ne saisis pas trop. Faut commencer à le réfléchir en se disant, parce que souvent, on le verra dans le deuxième outil, mais on a des réactions automatiques. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire des choix en disant c'est bien ou c'est pas bien par rapport à très peu d'informations. Autrement dit, on va devoir inhiber nos réactions automatiques et penser le sujet. Mon manager me dit qu'on va réorganiser ma zone. Je suis un commercial. Il me dit on va réorganiser ta zone. Avant de réagir en disant c'est bien ou c'est pas bien, attends, ça veut dire quoi? Quel client? Ça change quoi dans mon quotidien? Parce que quelquefois, des grandes annonces ont peu d'effet. Et à l'inverse, des tout petits changements du point de vue de l'organisation peuvent complètement changer ma vie à moi. Donc se poser et regarder très bien en quoi ce changement dans mon équipe, qu'est-ce qu'il impacte et en quoi ça va changer pour les personnes. Et peut-être que dans mon équipe, il y en a 3 qui seront très impactés et 7 pas du tout. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment poser et c'est intéressant de le faire avec les membres de son équipe, c'est-à-dire de les faire bosser sur tiens, voilà ce qu'on doit faire, à votre avis. On passe de ça change à qu'est-ce qui change pour qui. D'accord. Tu vois, et on sort du stress, on enlève beaucoup de stress grâce à ça. On est plus objectif, quoi. On est plus objectif, on analyse, on pose des questions, et souvent, moi j'ai remarqué, les demandes qui viennent d'au-dessus de l'organisation sont souvent un peu floues. C'est un peu abstrait. Oui, donc ça permet de poser les questions, de voir toutes les zones d'ombre qui ne sont pas forcément formulées dans les changements, dans leur généralité. Après le cadrage, on passe à quoi? Alors, préparer et se préparer. C'est-à-dire, effectivement, regarder et puis se dire comment est-ce qu'on va réussir ensemble le changement. Alors, ça peut être co-construire, c'est-à-dire comment je vais m'appuyer sur des membres de mon équipe pour qu'on trouve des solutions par rapport à ce qui est proposé. Ça va être aussi si j'ai identifié qu'il y a un changement de compétence. Exemple, j'avais des personnes dans mon équipe qui recevaient des appels téléphoniques et à partir de maintenant, ces personnes vont émettre des appels. Et ce n'est pas du tout le même métier. Entre recevoir des appels et en émettre, c'est pas très compliqué, mais ça demande de la pratique. Si je mets en place des actions de pratique pour émettre des appels, le jour où le changement va arriver, les équipes seront un peu plus prêtes que si j'attends la bascule pour y aller. Après, tu as toutes les actions de communication, c'est-à-dire expliquer où on va aller, expliquer les grandes étapes, dire pourquoi on y va, donner de l'information pour que les personnes se représentent les choses. Et par expérience, en cadrant et en préparant, on enlève énormément de problèmes qui apparaissent après. Bon, donc on est passé par le cadrage. Oui. Préparer, se préparer, qui peut se faire en collectif, en coopération. Absolument.
pourquoi communiquer et communiquer auprès de qui, puisque tu l'as fait en coopératif? Alors, tu as, tu as deux choses. Tu as souvent des communications projets, c'est-à-dire les gens qui ont réfléchi à la solution qui vont être mise en œuvre te racontent des choses sur la solution. Ils te montrent des copies d'écran, ils te montrent des plannings, ils te montrent des tableaux de bord, et c'est super par rapport à la solution technique. Je réunis deux équipes pour qu'elles collaborent mieux, leur présenter les nouveaux locaux, leur présenter comment va être organisé le lieu de travail, c'est important. Mais ce n'est pas ça qui fait la réussite du changement. Ça va être de les informer, de leur communiquer le pourquoi on fait le changement, quels sont les enjeux et à quoi on souhaite arriver. Et après, la co-construction, ça sera quand on va être dans ce nouvel endroit, on va être amené à travailler ensemble, comment on doit s'organiser, nous, dans notre équipe, pour qu'effectivement, dans 2 mois, il n'y ait pas les deux équipes l'une à côté de l'autre, mais qu'on collabore bien ensemble. Donc, on va alterner, hein, c'est en permanence de la communication sur où on en est, à quoi on veut arriver. Mais la valeur ajoutée du manager, c'est de traduire en local ce qui souvent est plutôt global. Et c'est là où il donne du sens, c'est là où il donne des étapes, c'est là où il donne des éléments, c'est là où il va repréciser des choses, parce qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui avancent, ou alors il y a des difficultés qui apparaissent. Alors, la communication, hein, c'est en permanence durant le changement. Ça prend quelle forme cette communication? Alors, elle peut être collective. Moi, j'ai tendance à préférer la communication individuelle, ce que j'appelle aussi la tournée des popotes, c'est-à-dire d'aller à la machine à café, de déjeuner avec un collaborateur, tous les échanges informels, et d'alterner l'information collective et l'information individuelle, parce qu'un acteur n'aura pas la même réaction en groupe ou en collectif, ou en individuel, pardon. Alors ça peut être soit il ne parlera pas en groupe, soit alors il parlera, mais il dira des choses au nom du groupe et pas au nom de lui-même. Mais par expérience, quand on a bien cadré, on se rend compte que peut-être 2-3 actions au bon moment suffiront, hein. Le but, c'est pas de passer ses journées à communiquer, hein. Là, on est avant, donc on a cadré, on s'est préparé, on a préparé. Il va y avoir à un moment donné ce qu'on appelle la bascule. Alors maintenant, de plus en plus, il y a de moins en moins de big bang, c'est-à-dire du jour au lendemain. On est plutôt sur des changements progressifs. Mais à un moment donné, on va arriver dans ce qu'on appelle la vallée du désespoir, ou traversée On du dirait un désert. western. Ouais, c'est le moment où, quelle que soit la préparation que tu as fait, les gens perdent leur repère. C'est-à-dire qu'ils passent de l'état A à l'état B, et maintenant il faut le faire. Et à ce moment-là, en général, ce qui avait l'air simple de loin devient plus compliqué. C'est-à-dire qu'on était tous d'accord sur le fait qu'il fallait qu'au lieu de recevoir des appels, on passe des appels, super. Sauf qu'au moment du premier appel, on se rend compte que finalement, c'est pas si simple. Or, très souvent à ce moment-là, puisque le changement a été lancé, il n'y a plus beaucoup d'efforts qui est fait. On espère tous que ça va bien se passer. Et au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut être encore plus présent pour aider cette phase. C'est-à-dire que tu avais des petits trous sur ton vélo, puis à un moment donné, on enlève les petits trous sur le vélo. Bah, pendant quelques secondes ou quelques minutes, ça va être plus difficile. Si jamais tu y arrives, génial. Si jamais ça ne marche pas, il faut que quelqu'un soit là pour t'aider à te remettre debout et à recommencer. Moi, j'ai eu du mercurochrome hein, quand on a enlevé les petits trous. Mais bon, oui, c'est la différence entre ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans la vraie vie. On conceptualise pas toujours très bien Voilà. la réalité des choses. Alors, sachant que sur un changement qu'on a envie de faire, tel que je veux faire du vélo comme mes camarades, on est poussé. Sur un changement qu'on nous a imposé, toute difficulté est vue comme étant une bonne raison de ne pas continuer. Mais Oui, mais puisqu'on a dit qu'on avait abordé ce thème du changement avec tout à le fait. cadrage, la Ouais, préparation, la ouais, communication, ouais. c'est pas au moment de cette fameuse traversée du désert, les gens freinent pas parce qu'ils ont été impliqués quand même avant. Oui, oui, Donc, oui. Oui. donc qu'est-ce qui bloque là? Bah, c'est que normalement, il y avait des Ça se choses. passe pas comme Ça prévu, se passe quoi. pas comme prévu. Toi, tu savais avant que quand tu avais un problème, il fallait aller voir Aline. Et ben, c'est plus Aline qui s'en occupe, mais c'est qui? Et ah zut, on l'avait pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce Et moment-là? ben, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est très rapidement de faire des retours d'expérience sur qu'est-ce qui fonctionne. Et puis, s'il y a des difficultés, comment est-ce qu'on peut les résoudre rapidement? Et puis, c'est aussi d'accompagner individuellement ceux qui continuent à faire comme avant, ou ceux qui attendent pour se lancer, ou ceux qui ont des difficultés. Et aussi, très important, reconnaissance des premières réussites.
C'est-à-dire avoir fixé des ambitions réalistes qui font qu'on peut se dire qu'on a traversé la première marche, gravi la première marche, et non pas qu'il en reste 50 à gravir. Donc c'est là où le rôle du manager est vraiment important, parce qu'il doit en même temps reconnaître les réussites et en même temps accompagner ceux qui ont des difficultés à rentrer dans la démarche. Et enfin, la 4e étape, ça s'appelle l'étape de stabilisation et de capitalisation. Alors ça, c'est majeur. Avant, quand on avait un changement tous les 5 ans et qu'on avait 5 ans pour le faire, on avait le temps de prendre le temps que ça se fasse tout seul. Maintenant, avec l'accumulation des changements, on n'intervient que quand il y a un problème. Moralité, les gens ont l'impression qu'aucun changement n'est réussi. La phase de capitalisation, c'est un moment donné de stabilisation, c'est dire super, génial, bravo, félicitations, on a atteint notre objectif. Ça peut être une réunion de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, enfin c'est pas forcément très long, dans lequel on acte qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'on en a retiré comme expérience, et puis qu'est-ce qu'on doit encore améliorer. Moralité, ce changement on l'a réussi, moralité, on pourra en réussir d'autres. Parce que c'est comme tu as dit, on est dans un bain de changement, donc permanent. Ça veut dire que ces processus, tu les as en parallèle sur plein de changements différents, ou est-ce que Oui. tu agglomères le tout sur le même processus? Alors, on a fait un accompagnement récent d'équipes qui avaient vécu des changements majeurs et qui étaient tous au bout du rouleau. Et on a démarré notre séminaire par retour d'expérience sur tous vos changements réussis. Alors, ils nous ont regardé pendant quelques minutes d'un air de dire « il n'y a rien qui fonctionne ». Et très rapidement, ils ont noté tout ce qu'ils avaient fait et comment ils avaient fait. Ils se sont rendus compte que finalement, ils en avaient réussi plein. Voilà, c'est juste qu'ils étaient restés focalisés sur ceux qui n'avaient pas fonctionné. Et on s'est servi de ça pour après se dire, par rapport à ceux qui ont des difficultés, comment on peut tirer expérience de ce que vous avez fait. Donc c'est vraiment un processus dynamique. Hein, on a en permanence des changements, on est avant, on est pendant, on est après, mais il faut être conscient en tant que manager qu'il y en a un paquet qui n'ont pas été digérés comme changement et qui ressortiront le jour où il y a un problème. Non, ma question c'est plus, comme on vit plein de changements au sein des équipes, oui. Est-ce que on met en place un processus continu, j'ai envie de dire, avec... on sait qu'on se retrouve à tel moment pour voir quels sont les changements en place. Certains sont en phase de cadrage, certains sont en phase de bascule ou de stabilisation, par exemple. Ou bien, est-ce que à chaque fois qu'il y a un changement identifié, on lance un processus pour chaque changement qui va passer par ces différentes phases, où on les regroupe? Les deux, ça dépend de l'ampleur. Ça dépend de l'ampleur et surtout dans la phase de cadrage, de l'écart de changement entre la situation actuelle et le futur. Une équipe qui pendant 20 ans a toujours fait pareil, était reconnue au sein de l'organisation pour bien faire et qui doit du jour au lendemain changer ses pratiques, ça doit être pris comme un vrai changement en mode projet. À l'inverse, une équipe qui tous les 15 jours se reconfigure, moi, je leur proposerais bien à un moment donné de faire un séminaire sur comment changer, c'est-à-dire arrêter de changer. J'ai fait ça une fois pour une équipe où ils m'ont dit « ouais, c'est vrai que quand ça ne change pas chez nous, on a l'impression qu'on va disparaître ». Voilà. Mais donc, c'est important que le manager, il ait en tête en permanence qu'il doit naviguer sur ces quatre étapes, parce que plus il finalisera ou il finira des changements, plus ça renforcera le sentiment de l'équipe qu'on en est capable, que c'est possible. Parce que c'est ça, hein, c'est les petits changements au quotidien qui font que les équipes se sentent capables, aussi bien en termes individuels que collectifs, de réussir des changements plus gros. Ce qui est étonnant quand je t'écoute, c'est justement qu'il n'y a rien d'étonnant. Donc en fait, tu me décris quelque chose qui me paraît du bon sens. Et ça voudrait dire que, si c'est ton constat, que dans les équipes, en fait, on est tout le temps en réaction et qu'on ne pose pas les choses. Maintenant, j'ai envie de te demander... En fait, tu viens avec des techniques de changement qui sont un changement pour les organisations. Donc, comment est accueilli ce changement? Ça fait beaucoup de changements. Alors, si tu viens avec les 8 étapes données par un spécialiste américain qui est super intéressant intellectuellement, les gens font « ah oui ». Si effectivement tu reproduis ce que les gens font quand ça fonctionne et que tu leur présentes, ils ont la même réaction que toi, ça paraît évident. C'est juste qu'après, ils se rendent compte qu'ils ne le font pas si souvent.
Donc finalement, si tu te rends compte qu'en faisant ces 4 étapes, tu augmentes considérablement la réussite des changements, au lieu de le faire une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 5, si tu le fais à chaque fois, ça sera quand même beaucoup plus simple. Donc je te remercie du compliment parce que c'est le but recherché. Et faire simple, c'est très compliqué. Qui est l'initiateur de ça? C'est forcément le manager? Le manager ou une équipe. On a formé des équipes parce que le changement, c'est pour tout le monde. Ce qu'on est en train de voir, ça marche au boulot, en dehors du boulot, avec des amis. C'est le même principe. Et à l'intérieur du cadrage, de Oui. la préparation, de la communication, de la stabilisation, tu utilises aussi des méthodes de coopération. Est-ce que les équipes sont déjà formées à ça ou ça fait partie des choses qu'il faut apprendre? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on est dans la mode du collaboratif et c'est une très bonne mode. C'est-à-dire que pour moi, personnellement, j'ai toujours travaillé comme ça, toujours en réseau, toujours en travaillant en collaboratif. Ça dépend d'où part l'équipe. C'est-à-dire si ton équipe est déjà collaborative, que les gens s'expriment, qu'ils s'écoutent, enfin, etc., le collaboratif, génial. Alors, le collaboratif, c'est pas tout le monde vote et on écoute tout le monde. Le collaboratif, c'est dans les cadres qui sont donnés par l'entreprise et par rapport à ce qui est faisable, je vais donner des espaces dans lesquels les personnes vont construire, vont ajouter des choses, vont les améliorer. Donc, mais pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, quelquefois, c'est un vrai changement que d'amener des gens à devenir plus collaboratifs. Donc il faut vraiment partir de non pas là où j'aimerais que mon équipe se trouve, mais là où elle est, et puis progressivement, un peu plus collaboratif, un peu plus à l'aise avec le changement, des gens en se rendant compte qu'ils ont vécu plein de changements. Donc voilà. Donc un outil très simple, mais c'est pas sa simplicité qui fait sa force, c'est le fait de l'utiliser. Alors après, il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des techniques, mais cadrer, réfléchir au sujet avant de s'y embarquer, ou traduire ce qui m'a été demandé par mon équipe ou par mon organisation ou par moi, c'est déjà énorme. Enfin, je pourrais citer un nombre hallucinant d'idées qui ont été données par des managers qui, quand on y réfléchit, c'est le meilleur moyen pour que ça ne marche pas. On a un manager un jour qui nous dit, voilà, moi je voudrais que dans mon équipe, plutôt que de s'envoyer des mails, dès qu'il y a un truc un peu important, il se déplace dans le bâtiment pour répondre aux questions. Alors là, j'ai proposé qu'on fasse un cadrage. Je lui ai dit, donc vous acceptez qu'à n'importe quel moment, il n'y ait personne dans les bureaux. Ah non, non, pas du tout. Et finalement, encadrant, il a dit sur les mails à valeur ajoutée où il y a besoin de... Voilà, donc il a cadré. C'était évident une fois qu'on l'a fait, mais comme il ne l'avait pas fait, il risquait d'avoir tout et n'importe quoi dans son équipe. Donc, on a vu le changement en mode projet Ouais. avec le cadrage, la préparation, la communication et la stabilisation. Oui. Quelle est la deuxième Alors, les réactions au changement, c'est-à-dire que là, c'est important de voir que par rapport à des éléments qui nous arrivent, on a tous un point de vue. Et pour ceux qui ont fait cet exercice, quand on présente à son équipe de 10 des éléments, on a 10 réactions différentes. Et c'est normal parce qu'on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes informations, on n'a pas les mêmes besoins. Et donc, par rapport au changement, on peut se rendre compte qu'il y a 4 grandes réactions dont il faut tenir compte et pour lesquelles il y a des actions managériales adaptées. Alors, ce que je vais te présenter là, c'est une version simplifiée de la courbe du deuil qui a été formalisée par Elisabeth Kubler-Ross. Mais ce qui est important, c'est que la courbe de deuil, elle a été faite par rapport à des patients en fin de vie. Alors, c'est vrai que pendant des années, la conduite du changement, c'était quand l'usine va disparaître, on doit accompagner les gens qui vont perdre leur boulot et qui vont devoir déménager de l'autre côté du pays. Donc, c'était vraiment pour eux une fin de vie. Maintenant, si on fait régulièrement de l'accompagnement du changement, on doit éviter ce type de sujet. On doit éviter qu'au bout de 20 ans, on dise aux gens, ça fait 20 ans que vous faites plus ce qu'il faut. Donc, on va être sur quelque chose de plus simple qui va s'appliquer à tout type de changement. Et donc, il faut le voir comme une courbe avec en haut à gauche une case qu'on appelle le déni, en bas à gauche résistance, en bas à droite exploration et en haut à droite engagement. Et le principe de la courbe, c'est qu'on va passer par le déni, la résistance, l'exploration et finir par l'engagement. Et chacune de ces réactions est tout à fait légitime. Si ça se trouve, on ne va pas passer par une de ces réactions, mais il faut en tenir compte.
Et si ça se trouve, on va rester bloqué dans une de ces réactions, non? Ou si ça se trouve, on va passer trop vite du déni à l'engagement. On peut pas rester bloqué dans la On résistance? peut rester bloqué dans la résistance et c'est important d'identifier c'est quoi la résistance et en quoi, pour moi, la résistance, c'est normal et quelqu'un qui résiste pas, c'est dangereux. Mais Et d'ailleurs, dans la résistance, est-ce qu'on peut pas trouver est-ce qu'on peut pas retrouver des ressources justement sur des points d'alerte qu'il peut y avoir sur ce qu'on est en train de mettre en place? ce que je te propose, c'est qu'on commence par On va prendre les le 4, déni. ouais. Voilà. Alors, mais on passe notre temps à changer en permanence. Donc cette grille n'apparaît pas tout le temps. Mais je vis une situation, tout va bien, ça fonctionne, et puis à un moment donné, autour de moi, il y a des signaux qui commencent à me montrer qu'il faudrait changer. Et à ce moment-là, consciemment ou inconsciemment, je décide de ne pas regarder. Je pense que ça ne me concerne pas. Je pense que j'en ai pas besoin. Je pense que comme ça fait 20 ans qu'on est leader, il n'y a pas besoin de changer, ça peut encore tenir. Autrement dit, je ne veux pas regarder, je ne fais pas le lien. Et, et le cerveau humain prête attention à certains points, et il y a des fois on est dans le déni parce qu'on n'a pas l'info, parce qu'on n'est pas au courant. C'est pas du tout négatif. Le déni, c'est juste que pour moi, ça n'existe pas. Ça ne me concerne pas. D'où l'intérêt du cadrage et de la communication. Exemple. Absolument. Le cadrage permet de se rendre compte en quoi pour nous ça va changer, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça implique, quelles sont les menaces, etc. Donc on passe de ça change à qu'est-ce qui change. Et donc, si on est dans le déni, quand le digital est arrivé dans l'information, le déni, ça serait dire, oh, de toute façon, le digital, ça ne marchera jamais, on va rester tout le temps sur des formations en salle. Ben, c'est ça le déni. Non, ça ne changera pas, on aura toujours besoin d'être en salle. C'est ça le déni. Donc, comment faire pour aider quelqu'un qui est dans le déni? Déjà, se rendre compte que ce n'est pas forcément volontaire et lui montrer que le changement va le concerner, en quoi il est réel, ce que ça implique pour lui, ce qu'il va y gagner, que ça ne concerne pas les autres mais lui, que ça a un impact, etc. Autrement dit, le sensibiliser. Montrer qu'il est dans ce changement, que ce n'est pas pour les autres. Mais ça veut dire qu'il faut que tu repères chez chaque personne de l'équipe dans quelle phase il est. Donc, par exemple, quelqu'un qui est dans le déni, ou bien c'est en faisant tout le processus que tu vas toucher aux gens qui sont dans le déni, dans la résistance, dans l'exploration, l'engagement. Voilà, quelqu'un qui est dans la résistance ne veut pas aller dans le futur. Quelqu'un qui est dans le déni pense que ça ne le concerne pas. Tu auras beau te dire tout ce que tu veux, il trouverait que c'est très très bien. Ah, il faudrait absolument qu'il y ait moins de fonctionnaires, par exemple. Hein, ça s'appelle du déni en France. Il faudrait qu'il y ait moins de fonctionnaires. D'accord. Et dès qu'on rentre dans lesquels on enlève, c'est ah bah pas là, pas là, pas là. C'est le yaka. Hein. Le déni, c'est le yaka. Hein. Donc. Et vraiment, les gens qui sont dans le déni, par la parole, la communication et le cadrage notamment, on peut en sortir. Alors, ça peut les aider, mais s'ils ne veulent pas regarder, ils ne verront pas. Mais alors, tu as du déni qui est « je n'ai pas l'information, je ne pense pas que ça me concerne », de « je sais très bien que ça me concerne, mais je me cache derrière mon petit doigt », c'est-à-dire que je me planque. Et paradoxalement, je pense que c'est la réaction qui crée le plus de stress parce que le stress, c'est quelque part un message que nous envoie notre corps comme quoi il y a un danger. Mais dans le déni, le danger, tu ne veux pas le voir. Donc, une fois que tu as compris que ça te concerne, tu peux très bien passer dans la résistance, dans l'exploration ou dans l'engagement. C'est-à-dire que tu étais dans le déni, mais ce qu'on te présente, tu es d'accord, tu trouves ça bien, c'est une bonne idée, tu passes dans l'engagement. Tu étais dans le déni, tu te dis « ah, pourquoi pas », tu passes dans l'exploration. Quitte après à reculer dans la résistance parce que ça ne te plaît pas. Mais la deuxième étape, c'est la résistance. Tu vois que ça te concerne et pour toi, la situation actuelle te paraît plus désirable que la situation future. C'est-à-dire que tu penses qu'actuellement, ce que tu as, c'est bien. Et là tu as, on peut dire que tu as 3 formes de résistance. Tu as la résistance passive, c'est-à-dire c'est proche du déni, c'est-à-dire tu fais semblant, tu fais avec, mais tu te dis que si tu attends suffisamment, ça va sûrement s'arrêter. Ensuite, tu as l'opposition, moi vivant jamais, parce que peut-être qu'objectivement, pour toi, tu y perds. Soyons réalistes, hein, il y a des changements dans lesquels tu y perds.
Oui, j'ai regardé Downton Abbey où Ouais. c'était la noblesse Bah oui, anglaise et en effet aucun d'eux n'a vu qu'après la guerre il y avait un changement d'époque non. et ils ont perdu tous leur château parce qu'ils n'ont pas su prendre le virage parce que ils étaient bien aussi dans leur mode de vie Oui, avec des oui. serviteurs et donc je vois bien je vois Le, bien ça collé à voilà. Downton Abbey. Le problème de l'opposition, c'est que tu ne bouges plus. C'est que, alors que le monde, lui, continue à bouger. Et puis, la troisième type de résistance, c'est ce que j'appelle la résistance active. C'est celle où tu sais qu'il va falloir aller vers le futur, mais tu veux négocier les conditions. Autrement dit, tu es à mi-chemin entre la résistance et l'exploration, mais tu essaies d'améliorer la situation future. Alors, il y a des moments où il faut résister, hein. Si le changement est illégal, s'il est immoral, on doit résister. Mais ce n'est pas ça la résistance. Et c'est aussi la capacité de l'être humain à résister à c'est nul ou c'est génial. Hein, il faut vraiment développer ça. C'est pas avant de rejeter, c'est de quoi me parle-t-on, hein, et non pas je me bloque. Hein, il faut être souple. Il faut être souple et ferme, comme dans la négociation raisonnée ou autre, et pas simplement être rigide. Donc, je suis dans la résistance et je trouve que le futur est moins intéressant que le présent. Alors, souvent, c'est lié aussi à un problème de cadrage qui fait que le futur a été présenté de façon très floue. Si on cadre le futur, qu'on le rend concret, on a beaucoup plus de facilité à s'y projeter. Hein, si je te dis, Johanna, à partir de maintenant, à mettre en place des process, tu peux freiner des cas de fer parce que le mot process, peut-être que toi, tu n'aimes pas. Ah non, j'aime pas. Voilà. Si, j'ai écouté plusieurs des podcasts et je pensais qu'en disant cette phrase, ça te ferait réagir. Et pourtant, dans les turbines à bonheur, tout est réglé Et au millimètre, c'est bien ça. sûr, Et après, on est bien plein, sûr. on est tous en tant qu'individus plein de paradoxes. Mais Mais, c'est vrai que j'aime la liberté. mais, Mais en même temps, j'aime bien les choses super bien organisées. mais si je te dis, si j'ai cadré la situation future et que je te dis, voilà, on va changer ce process-là, on va rajouter celui-là et voilà ce qu'on va y gagner, voilà ce que ça va impliquer, j'aurais pas les mêmes réactions. Bien sûr. D'accord? Donc voilà. Donc on a eu le déni, on a la résistance, et c'est pas mauvais de résister. Et le but du manager n'est pas de convaincre l'autre, parce qu'en général, un manager, quand l'autre n'est pas d'accord, il répète une deuxième fois en pensant qu'il est sourd. Non, non. C'est comprendre que l'autre a, de son point de vue, raison de résister. Par contre, ce qu'il faut, c'est identifier qu'est-ce qu'il fait résister. Est-ce que c'est une résistance fondée, ou est-ce que c'est il n'a pas envie, ou est-ce qu'il s'y voit pas, ou est-ce qu'il a peur de perdre des avantages ou autre. Et puis il y a une autre stratégie très intéressante, c'est les petits pas. En France, on rêve du grand soir, c'est-à-dire je vais tout changer d'un coup. C'est-à-dire ça fait 5 ans qu'il fait comme ça dans mon équipe, je vais aller le voir et en 5 minutes il va changer. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Donc les petits pas, c'est comment je vais amener l'autre progressivement à rentrer dans le changement par des petites actions simples qui vont lui montrer que c'est faisable. Alors, la troisième étape, après, c'est l'exploration. Là, je commence à basculer vers le futur, mais l'exploration ne veut pas dire que je trouve ça bien. L'exploration, c'est il y a quoi dedans, à quoi ça ressemble et comment ça va se passer. C'est-à-dire que je pose des questions pour comprendre. Et si? Oui, mais alors là, et on peut très bien avoir des reculs vers la résistance en disant, bah non, c'est pas bien ce qui m'est prononcé. Et donc, l'étape résistance-exploration sont des étapes importantes parce qu'on va avancer et reculer. Mais l'exploration, c'est je commence. Tiens, j'ai fait une formation, j'ai trouvé ça génial. Bah, après la formation, je commence à pratiquer ce qu'on a vu en formation. J'explore. Si je n'explore pas, j'oublie. Donc, moralité, quand on est formateur, on doit amener les gens durant la formation à explorer pour être capable après de faire et pas simplement de savoir. Et enfin, la dernière étape, c'est l'engagement, c'est-à-dire le changement est devenu ma situation actuelle. C'est-à-dire le futur est devenu mon présent. C'est-à-dire que je peux dire qu'avant c'était mieux, mais je fais. Car dans l'engagement, ce qu'on recherche, ce n'est pas l'adhésion, c'est que la personne fasse. C'est important cette différence adhésion-engagement. On peut adhérer à une idée sans jamais rien faire. Et donc, un des pièges, ça s'appelle le saut de Tarzan pour un manager. Le saut de Tarzan, c'est je suis allé en séminaire, j'ai une super idée qui est géniale pour mon équipe, je reviens et je l'annonce comme ça. Ouais. En espérant que mon équipe va se lever et taper dans les bras, va m'acclamer, etc. Et en général, c'est le bide total. Parce que moi, je suis passé en tant que manager par ces différentes étapes, alors que mon équipe, peut-être qu'elle n'est pas au courant qu'il y a un problème, voilà. Donc ça va être de se dire non, peut-être que s'ils sont dans le déni, pour eux, ce n'est pas un problème. Peut-être d'abord que je leur explique
qu'on a actuellement un problème, donc ça serait intéressant de trouver des solutions. Tu vois, le saut de Tarzan, c'est croire que l'autre va arriver là où j'en suis, alors que peut-être que lui n'a pas du tout les mêmes réactions. Hmm. Alors j'ai Ouais. deux choses qui me viennent. J'ai l'impression qu'une grosse partie du processus repose sur la communication. Donc comprendre où est et quand je parle de communication, c'est comprendre où en est l'autre et savoir expliciter où on veut aller, où on est et voilà, quels vont être les moyens. Et puis l'autre, c'est quand je vois déni, résistance, exploration, engagement, c'est une courbe selon ce que tu décris, mais c'est aussi un peu des types de personnalités. Alors, oui, j'ai entendu les autres podcasts sur les couleurs, les action types, etc. Alors, chaque personne est différente, mais selon les profils de personnalité, il y a des situations qui vont nous faire plus ou moins réagir. Si on prend les profils dominants et influents, si on reprend le disque, eux, souvent, ils rentrent facilement dans le changement, quitte à après faire demi-tour ou à dire que ça marche pas. Si on regarde les autres stables et consciencieux, alors eux, au contraire, ils font 3 litres d'huile avec une demi-olive avant le changement. Mais si on les accompagne correctement, après, ça se passe beaucoup mieux. Donc, tu vas avoir une surreprésentation selon les profils, mais on passe tous par ces étapes. Et d'ailleurs, c'est le rôle du manager, quelquefois, de faire ralentir. Je prends souvent cet exemple parce qu'on parle souvent dans la conduite du changement du vieux machin ou de la vieille machine qui ne veut plus faire depuis 20 ans et qu'il faut accompagner. Mais le petit jeune qui a participé à un atelier de 2 heures sur entreprise libérée et qui revient en disant c'est génial, lui aussi il faut le gérer parce il est dans un faux engagement, il est dans un déni, c'est-à-dire il croit qu'il suffira de dire le mot pour que ça marche tout seul. Donc lui aussi il faut le gérer, tu vois. Ok. Euh, on a utilisé pas mal de notre temps là. Ouais. Comment tu veux qu'on conclue tout ça? Première chose, plus on diffusera au sein des équipes et dans les organisations ces repères, plus ça simplifiera les échanges en donnant des repères méthodologiques et en permettant d'éviter d'avoir des gens qui confondent leurs rêves et la réalité. Je pense qu'on a en France un vrai déficit de culture sur ce que c'est que vivre le changement, réussir le changement, et on croit trop que les gens qui sont pour sont des gens positifs et les gens qui sont contre sont des gens négatifs. Donc, deux, ça enlève du stress. Ça permet de comprendre que ce sont des réactions normales et naturelles. Pourquoi est-ce qu'on résiste? C'est pour éviter, pendant des milliers d'années, l'être humain a résisté à manger n'importe quoi dans la nature, et donc on a toujours ça en nous. Et je pense que le troisième point, et qui est vraiment très important, c'est de faire en sorte que le changement devienne quelque chose de normal, de naturel, et que des changements gérés régulièrement passent mieux que le truc où on attend que tout soit catalysé pour que ça explose. Mm. Donc c'est vraiment un message, et avec les 2 repères que j'ai donnés, il y en a plein d'autres, mais ça permet déjà à des gens qui pratiquent de se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'ils faisaient déjà, et avec un minimum d'effort et un peu de pratique, de véritablement être beaucoup plus performant par rapport à ça. Et il n'y a pas besoin de beaucoup plus au début, en tout cas. Eh ben merci d'avoir éclairé pour nous le changement et les étapes qu'on peut suivre pour mieux le vivre en fait et mieux mieux le diriger, je ne sais pas comment tu dirais. Ouais, ouais.